Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter WireGuard. Alors qu'est-ce que WireGuard? Eh bien WireGuard est un VPN gratuit qui est open source. Donc WireGuard peut être utilisé exactement comme n'importe quel autre VPN, c'est-à-dire que vous pouvez très bien installer WireGuard sur un serveur de votre choix et ensuite vous connecter à ce serveur pour bénéficier d'une connexion de type VPN. Mais vous allez voir dans cette vidéo que WireGuard peut être utilisé pour faire d'autres choses que simplement faire une connexion VPN avec un serveur. Donc cette vidéo sera en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer en prenant un exemple concret comment WireGuard peut vous aider à protéger vos connexions. Ensuite, je vous ferai une démonstration sous Windows du fonctionnement de WireGuard. Et enfin, je vous montrerai également comment WireGuard peut être configuré sous Linux. Donc prenons un exemple simple. Vous avez votre ordinateur au travail, ici c'est un ordinateur fixe, et vous avez un ordinateur portable à la maison. Imaginons que vous êtes médecin et que vous travaillez dans un hôpital. C'est vendredi soir, vous rentrez du travail, et là il y a un de vos collègues qui vous appelle au téléphone et qui vous dit « J'aurais besoin que tu m'envoies le dossier d'un patient, et c'est urgent ». Alors vous avez le choix soit de prendre votre voiture et de retourner à l'hôpital pour aller transmettre ces informations, parce que bien sûr le dossier médical ne se trouve que sur votre ordinateur au travail, étant donné qu'il y a le secret médical et que vous ne pouvez pas emporter ça chez vous. Soit, eh bien, vous allez vouloir configurer ce que l'on appelle une connexion de bureau à distance. Donc avec votre ordinateur portable, vous allez essayer de vous connecter à votre ordinateur de travail pour pouvoir, à distance, donc, utiliser votre ordinateur au travail comme si vous étiez assis devant. Ça s'appelle donc une connexion de bureau à distance. Le problème, c'est que, bien sûr, au travail, il y a un routeur avec un pare-feu qui protège toute connexion venant de l'Internet. Donc pour pouvoir vous connecter à votre ordinateur au travail, il va falloir ouvrir une porte dans le pare-feu, en fait, un port, et le port généralement utilisé pour les connexions à distance sous Windows, c'est le port 3389. C'est celui qui est utilisé pour faire des connexions de bureau à distance. Et le protocole de ce port sera le protocole TCP. Donc vous allez pouvoir, depuis votre maison, vous connecter à l'ordinateur du travail et transmettre le dossier sans avoir à retourner à l'hôpital, où se trouve votre ordinateur. Seulement voilà, il y a un hacker qui est particulièrement intéressé par l'hôpital et qui a, en scannant les ports, vu qu'il y avait le port 3389 qui était ouvert. Il va donc tenter d'utiliser ce port 3389 qui est ouvert pour rentrer sur le réseau de l'hôpital. Pour ça, il peut tenter également de s'infiltrer sur votre ordinateur portable pour essayer d'attraper des jetons de connexion, des mots de passe, d'autres choses de ce genre. Donc intercepter des communications entre votre maison et le travail. Ou tout simplement essayer de faire du brute force attack pour essayer de deviner le mot de passe qui permet de se connecter à votre bureau à distance. Dans tous les cas de figure, il a scanné les ports, il sait qu'il y a une possibilité de rentrer, il voit que le port 3389 est ouvert, et donc il va tenter de rentrer. Il faut savoir que lorsqu'un hacker découvre qu'il y a le port 3389 ouvert dans un pare-feu, c'est particulièrement tentant pour lui. Donc pendant que vous dormiez, ce hacker a réussi à utiliser le bureau à distance de votre travail, et l'utilise pour injecter sur le réseau de l'hôpital un ransomware. Et du coup, non seulement votre ordinateur de travail est contaminé par un ransomware, mais également le serveur de l'hôpital et également tous les ordinateurs qui vont désormais se connecter au serveur de l'hôpital. Et c'est ainsi que l'hôpital où vous travaillez se retrouve au journal de 20 heures. Et là, vous avez bien sûr l'ANSSI qui débarque avec des serveurs sur roulette pour essayer de réparer tous les dégâts qui ont été faits. Et bien sûr, cela va prendre plusieurs semaines parce que bien sûr, il n'y a pas de sauvegarde correcte et encore moins de serveurs redondants. Alors l'exemple que je viens de vous donner est tout à fait véridique. Il y a eu des cas où les bureaux à distance ont été utilisés pour infecter des réseaux, que ce soit celui d'un hôpital ou autre, pour mettre entre autres des ransomware ou alors tout simplement espionner le réseau. Donc ce n'est pas de la science-fiction. Alors, comment WireGuard peut nous aider dans un cas comme celui-ci? Quand on utilise WireGuard, celui-ci crée un tunnel chiffré entre l'ordinateur qui est à la maison et celui du travail. Remarquez qu'il n'y a plus le port 3389 qui est ouvert sur le pare-feu. WireGuard utilise par défaut le port 51820, mais pas le protocole TCP, mais le protocole UDP.
comme c'est d'ailleurs souvent le cas sur les VPN. Du coup, aucun besoin d'ouvrir le port 3389 sur le pare-feu. WireGuard utilise deux méthodes de chiffrement. Une première méthode qui est asymétrique avec Curve 25519 qui permet d'avoir des clés paires, qui permet aux deux machines de s'envoyer leurs clés publiques pour s'identifier. Et vous avez également le chiffrement ChaCha20 qui est un chiffrement symétrique qui permet donc de chiffrer les communications qui sont entre les deux machines. Donc ici, un éventuel hacker ne peut pas savoir ce qui se passe dans le tunnel de chiffrement. S'il scanne les ports, il ne trouvera pas non plus de port ouvert sur le pare-feu de l'hôpital. Il faut savoir également que WireGuard n'est pas bavard. Si vous scannez les ports, WireGuard ne répondra pas à quelqu'un qui ne s'est pas identifié correctement avec des clés paires. Alors, il faut savoir également que si on compare WireGuard avec par exemple OpenVPN, qui est également très connu, WireGuard a plusieurs avantages. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est open source, donc tout le monde peut aller voir le code pour voir s'il y a quelque chose de malicieux dans WireGuard. Mais il y a très peu de code comparé à OpenVPN. Donc cela réduit la surface d'attaque. Moins il y a de code dans une application, moins il y a de risque qu'il y ait un défaut d'implémentation dans cette application ou un défaut potentiel qui permette d'exploiter une faille dans le code. Donc WireGuard est très léger, petit, mais très efficace. Son chiffrement est fort. De plus, il peut fonctionner aussi bien sous Windows que sur toutes les distributions de Linux. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir concrètement comment paramétrer WireGuard sous Windows et ensuite sous Linux. Bien, nous allons commencer par configurer l'ordinateur qui se trouve au travail. Mais à partir de maintenant, je vais appeler l'ordinateur qui se trouve au travail le serveur et l'ordinateur qui se trouve à la maison le client. Nous allons donc commencer par configurer le serveur. Pour ce faire, je dois aller sur le site internet de WireGuard, cliquer sur le menu installation, et là vous allez trouver toutes les applications nécessaires à l'installation de WireGuard sur tous les OS disponibles. Ici, je suis sous Windows 11, je vais donc devoir cliquer sur Download Windows Installer, puis lancer l'application que j'aurai téléchargée. Je ne vais pas vous montrer ici l'installation qui est extrêmement simple, puisqu'il n'y a absolument rien à configurer, aucune case à cocher, rien du tout, ça se fait tout seul et très facilement. Ensuite, je vais aller dans les paramètres de Windows, et je vais chercher Bureau à distance. Vous voyez que le bureau à distance est désactivé, je vais donc l'activer ici, je vais confirmer. Notez que si on déploie ici ce menu, vous voyez qu'il est marqué exiger que les appareils utilisent la notification, etc., etc. Surtout, faites en sorte que ce soit coché, c'est une sécurité supplémentaire. Et bien sûr, le port ici vous est précisé, 3389. Alors, il est possible, en modifiant le registre de Windows, de modifier ce port 3389. Ici, comme nous n'avons pas à l'ouvrir dans le pare-feu, ce n'est pas nécessairement une obligation. Mais si vous voulez le faire, il est quand même mieux de ne pas laisser le port par défaut et de changer ce port 3389 et d'utiliser un autre port. Vous trouverez plein de tutos sur internet qui vous expliquent comment faire. Je ne vais pas ici montrer comment on modifie le port du bureau à distance. Ensuite, et c'est important, il va falloir cliquer ici sur les utilisateurs du bureau à distance pour ajouter tous les utilisateurs qui seront autorisés à utiliser le bureau à distance. Donc à chaque fois, vous cliquez sur Ajouter et vous cliquez sur la personne qui sera autorisée à utiliser le bureau à distance ou les personnes, si plusieurs personnes sont autorisées à le faire. À noter également, on va aller voir le pare-feu de Windows. Donc ici, je vais dans le panneau de configuration, je vais dans Paramètres avancés, et je vais aller dans les règles du trafic entrant. Nous allons chercher bureau à distance, et vous voyez qu'ici, nous avons plusieurs règles qui sont activées concernant le bureau à distance. Ces règles, en fait, ouvrent le port 3389 sur le pare-feu de Windows. Et il faut que ces ports soient ouverts sur le pare-feu de Windows. Car il faut que le port 3389 soit ouvert sur le réseau local. Lorsque j'expliquais tout à l'heure que le port 3389 n'avait pas besoin d'être ouvert sur le pare-feu, je parlais du pare-feu se trouvant sur le routeur. Donc le pare-feu qui protège des connexions venant d'Internet. Donc si sur votre machine vous avez également un antivirus qui fait office de pare-feu, n'oubliez pas d'ouvrir le port 3389 ou autre port si vous avez changé ce port par défaut, de façon à ce que le port soit ouvert sur le réseau local. Donc ici on ne change rien puisque Windows a paramétré son pare-feu automatiquement puisqu'il a vu qu'on a activé le bureau à distance. Et nous allons maintenant lancer WireGuard pour le configurer. Donc je lance WireGuard et vous voyez que nous avons une fenêtre qui est vraiment d'une très grande simplicité. Donc ici je vais créer une interface réseau. C'est une interface réseau qui est virtuelle et qui va être gérée par WireGuard.
Je vais cliquer sur le menu qui est ici et je vais cliquer sur Ajouter un tunnel vide. Je vais appeler ce tunnel vide WG0. Alors pourquoi WG0? Eh bien c'est pour donner un nom qui est similaire à ceux qui sont donnés souvent sous Linux. Par exemple, lorsque vous avez une carte Ethernet sur Linux, eh bien il l'appelle ETH0 pour Ethernet interface, première interface 0. Et ainsi de suite si on a plusieurs, ETH1, ETH2, etc. Donc ici on va faire pareil pour WireGuard, c'est-à-dire que je vais faire une interface qui va s'appeler WG0. Et je peux faire plusieurs interfaces si je veux, comme s'il y avait plusieurs cartes réseau gérées par WireGuard. Bien sûr, ce sont des cartes réseau virtuelles. Ici, vous voyez qu'il a créé de lui-même une clé qui est privée. Cette clé ne doit en aucun cas sortir de la machine. Vous ne devez jamais la copier sur une clé USB, vous ne devez jamais la montrer, comme je le fais là à l'écran. Cette clé doit tout le temps rester sur cette machine et ne jamais quitter cette machine. Donc ça, c'est la clé privée. On verra tout à l'heure pour la clé publique, qui se trouve un peu plus haut, qui est ici. Et celle-là, par contre, de clé publique, nous allons en avoir besoin tout à l'heure pour la mettre sur l'ordinateur client. Ensuite, je vais devoir rajouter un paramètre. Je vais devoir rajouter l'adresse qui sera utilisée sur le réseau VPN. Ici, je vais mettre 192.168.10.1/32. Alors ici, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose concernant le réseau. Pourquoi j'ai choisi cette adresse IP là et pourquoi j'ai mis un /32? Alors je vais zoomer un petit peu ici. Généralement, sur les box que vous avez à la maison, ou même au niveau professionnel, ça peut arriver aussi, votre réseau est sur 192.168.1 et les machines vont jusqu'à 192.168.1.254. Voilà. Donc vous avez des machines qui sont numérotées de 1 à 254, soit par des adresses IP qui sont données par votre DHCP, c'est-à-dire un système qui est dans le routeur et qui donne automatiquement des adresses IP aux ordinateurs qui y sont connectés, soit des adresses qui sont données manuellement. Donc ça, c'est généralement le cas, mais vous pouvez très bien avoir sur votre réseau local ceci également. Donc il faudra, pour savoir exactement quels sont les premiers chiffres du début de votre réseau, il faudra regarder sur votre routeur quelles sont ces plages d'adresses qui sont utilisées. Parce que l'objectif ici, c'est de ne pas utiliser le même début d'adresse réseau que celui qu'on utilise sur WireGuard. Donc, comme sur mon réseau ici, j'ai des adresses IP qui commencent par 192.168.1, eh bien, je décide que sur le VPN, ça va être 192.168.10, pour ne pas être sur la même plage. Et c'est là où rentre en jeu le /32. Sur un réseau comme celui-ci, il y a ce qu'on appelle un masque de sous-réseau qui est généralement 255.255.255.0. Alors qu'est-ce que veut dire ce masque de sous-réseau? Eh bien ça veut dire qu'en fait, le dernier chiffre de mon adresse IP sert à numéroter les machines qui sont sur mon réseau. Mais le reste fixe et ne bouge pas et représente en fait mon réseau. En fait, on dit que l'identité du réseau est 168.1.0. Aucune machine ne peut avoir le 0. C'est toujours de 1 à 254. Donc, si je voulais, par exemple, attribuer une adresse IP avec un masque de 255.255.255.0, je ferais, par exemple, 1.60/24. Le 24 ici représenterait ce masque de sous-réseau. Alors, que veut dire /32? Eh bien, /32 veut dire que le masque de sous-réseau est 255.255.255.255. Ce qui veut dire que l'identité du réseau, c'est l'adresse IP complète de la machine. C'est-à-dire qu'ici, mon 10.1/32, c'est également l'identité du réseau et ça ne permet pas d'ajouter une autre adresse IP à une autre machine sur le réseau. Cela est une façon de sécuriser un peu plus le réseau en indiquant qu'il n'y aura pas d'autres machines ayant ce début d'adresse IP sur le réseau. Elle sera la seule. Donc ici, quand je vous avais dit que l'identité du réseau c'était 192.168.1.0, en fait ici, l'identité du réseau est 192.168.10.1, exactement comme l'adresse IP de la machine. Bien, maintenant que j'ai indiqué cette adresse IP locale, je vais indiquer le port que doit écouter WireGuard.
Alors je vous ai dit tout à l'heure que le port par défaut était le 51820. Mais moi ce que je vous conseille de faire ici, eh bien c'est de le changer. Et je vais par exemple mettre 830 au lieu de 820. Donc n'hésitez pas, j'aurais pu mettre 40 000, j'aurais pu mettre 60 000. Vous pouvez mettre le port que vous voulez, à condition que ce ne soit pas un port, par exemple ne mettez pas le port 22 par exemple qui est utilisé pour SSH. Mettez un port bien sûr qui n'est pas réservé pour d'autres applications. Voilà, mon interface est déjà configurée, je n'ai rien à faire de plus, je vais enregistrer et je peux déjà tester, voir si ça fonctionne. Je clique sur activer et vous voyez que mon interface est activée, j'ai un message qui m'indique que tout s'est bien passé, j'ai un petit bouclier vert ici, mon interface fonctionne. Si vous n'avez pas l'interface qui s'active, c'est certainement que votre adresse IP rentre en conflit avec une autre adresse IP du réseau local. Il faut savoir également que WireGuard, des fois, peut être un petit peu capricieux. Si vous avez un problème, eh bien, quittez WireGuard simplement en faisant un clic droit sur l'icône qui se trouve dans le tray ici. Vous faites quitter. Et si vraiment, après avoir quitté et redémarré WireGuard, ça ne veut toujours pas s'activer, vous pouvez également redémarrer votre machine et réessayer. Et si après avoir fait tout ça, ça continue de ne pas s'activer, c'est qu'il doit y avoir vraiment un problème de configuration sur votre adresse IP. Donc vérifiez tout ça, que ça ne rentre pas en conflit avec d'autres choses du réseau. Vous pouvez également avoir un conflit avec, par exemple, d'autres VPN que vous auriez installés sur votre machine, ou d'autres applications qui créent des cartes virtuelles, ou qui créent, par exemple les antivirus font souvent ça pour filtrer le réseau, ils créent des interfaces virtuelles de réseau. Donc faites attention que WireGuard ne rentre pas en conflit avec d'autres applications qui font du filtrage de réseau et qui bloqueraient donc l'activation de WireGuard. Je vais désactiver et je vais continuer de modifier ici le fichier de configuration. Donc maintenant, je vais devoir indiquer les informations qui concernent la machine cliente. Et la section s'appelle Peer. Donc pour chaque machine cliente qui doit se connecter à cette machine, vous devrez faire une section Peer. Si j'ai 3 machines, j'aurai donc 3 sections Peer. Ici, je n'ai qu'une machine à paramétrer et je vais pouvoir mettre le premier paramètre qui est public key. Donc ça, c'est la clé publique de la machine cliente que je ne connais pas encore puisque je n'ai pas configuré encore ma machine cliente. Je ne connais pour le moment que la clé publique de ma machine serveur. Donc ce que je vais faire, c'est, parce que sinon il va se plaindre que je n'ai pas mis le paramètre, je vais recopier ici la clé publique de ma machine cliente et je modifierai ça tout à l'heure pour mettre la bonne clé publique de la machine cliente, puisqu'ici c'est la clé publique de la machine serveur. Ensuite, le endpoint. Alors le endpoint, c'est quoi? Eh bien, c'est l'adresse IP publique, c'est-à-dire l'adresse IP que la machine a sur Internet, de la machine cliente. Donc là, c'est pareil, je ne la connais pas, donc je vais mettre juste 100, 100, 100, 100, et je vais mettre le port d'écoute, qui est 51 830. Donc je devrais également modifier ce paramètre tout à l'heure que je ne connais pas. Donc ici, j'ai mis n'importe quoi, en attendant d'avoir le vrai paramètre. Ensuite, je vais mettre un autre paramètre qui est allowed IPS. Alors en fait, ça c'est l'adresse IP locale utilisée par WireGuard. Donc comme j'ai donné 192.168.10.1 à la machine serveur, je vais donner 192.168.10.2 à la machine cliente. Et toujours pareil, le masque de sous-réseau /32. Le masque de sous-réseau doit être le même sur toutes les machines qui seront sur le réseau WireGuard. Ensuite, je vais ajouter le paramètre persistent keep alive et je vais mettre 20. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 20 secondes, WireGuard va envoyer un signal réseau à l'autre machine pour lui demander si elle est bien là et réveiller le réseau. Ça empêche le réseau en fait de se déconnecter à cause d'une inactivité. Donc ça garde le réseau en vie, d'où le terme keep alive. Voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à faire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'avais une autre machine qui devait se connecter à celle-ci, j'ai juste à rajouter une autre section de Peer ici et donner exactement les mêmes paramètres. Donc ici, je vais cliquer sur enregistrer. Vous voyez que ça s'est enregistré, mais il va falloir que je revienne là-dessus. Donc, étant donné que je dois également sur la machine cliente mettre les paramètres concernant cette machine, eh bien, je vais avoir besoin d'une clé USB qui va me permettre d'échanger les informations d'une machine à l'autre.
Alors, je vais utiliser ici une clé USB, mais vous pouvez très bien envoyer ces paramètres par email ou utiliser un cloud, par exemple, mais attention, à condition que ce soit sous forme chiffrée, parce que vous ne devez pas laisser ces paramètres quand même dans la nature. Donc, à vous de voir la meilleure façon de faire. Personnellement ici, je vais simplement utiliser une clé USB. Donc je vais ouvrir mon petit bloc-notes ici et je vais mettre quelques données. Donc déjà, je vais récupérer la clé publique de mon serveur. Donc je vais marquer ici clé pub serveur et je vais me la noter ici. Donc ici, je vais aller simplement sur un site comme What the fuck is my IP, qui a un nom très poétique et qui va me permettre de voir l'adresse IP publique que je vais simplement copier et coller pour également en prendre note dans ma petite note que je suis en train de me créer ici. Donc je tape ici, clé publique serveur, je fais égal et je mets en face cette adresse IP que je viens de copier-coller. Pour le reste, eh bien, je n'ai pas besoin d'en prendre note puisque c'est relativement facile de se souvenir que le port c'est 51.830 et que l'adresse IP que je vais donner au client est 192.168.10.2. Donc je vais enregistrer cette petite note sur ma clé USB et maintenant nous allons voir comment configurer la partie cliente. Bien, maintenant je suis sur ma machine cliente sur laquelle j'ai également installé WireGuard et je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire je vais cliquer sur le menu ici, ajouter un tunnel vide et lui donner exactement le même nom, WG0. Vous voyez qu'ici j'ai également une clé privée qui a été générée et je vais pouvoir continuer de donner les informations manquantes. Donc le port d'écoute, on a dit que c'était 51.830 et l'adresse 192.168.10.2.32 puisque notre serveur est sur 10.1. Et on peut, comme on l'a fait sur le serveur, tester que ça se passe bien. On clique sur activer. Tout a l'air en ordre, ça s'est activé, l'interface s'est bien installée. Donc, on peut continuer de paramétrer notre client. Donc ici, nous allons mettre les informations qui concernent le serveur. Donc, première chose, la clé publique. Et là, bien sûr, je vais pouvoir ouvrir la petite note que j'ai récupérée de ma clé USB. Donc, je sélectionne ma clé publique, je fais copier et je fais coller. Ensuite, on va mettre le endpoint, c'est-à-dire la clé publique du serveur, que j'ai également mis dans mes petites notes. Donc là, pareil, je vais faire un copier et un coller. Et je vais rajouter derrière le port qui est 51.830. Donc 2.51.830. Ensuite, je vais mettre les adresses IP qui sont autorisées. Donc ici, eh bien, c'est l'adresse IP du serveur 192.168.10.1/32 et également le paramètre qui permet de garder le réseau en vie. Donc keep alive. Et pareil, je vais le mettre à 20 secondes. Là, ma configuration est complète, je n'ai plus besoin d'y revenir. Donc je clique sur enregistrer, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Ça s'est enregistré sans problème, donc je sais que c'est bon. Donc maintenant, je vais rajouter dans ma petite note que j'ai sur ma clé USB les informations concernant le client que je dois mettre sur le serveur. Donc entre autres, il me faut la clé publique du client qui est ici. Donc je fais un copier, je vais mettre dans mes notes clé publique client. Donc maintenant, il me faut également l'adresse IP publique du client pour pouvoir la mettre sur le serveur. Donc là, pareil, je dois aller sur un site internet qui va me donner l'adresse IP publique de mon client. Je vais faire copier et je vais mettre ça dans mes notes. D'ailleurs, je vois qu'ici j'ai marqué clé au lieu de IP. Donc il faudra simplement corriger. C'est l'IP et non pas la clé. Voilà, ça c'est l'information qui me manquait. Donc maintenant, je vais remettre ce petit fichier note sur ma clé USB
et retourner sur mon serveur pour mettre les informations manquantes. Voilà, nous sommes de retour sur le serveur et nous allons pouvoir compléter les informations du serveur avec les vraies données, les bonnes et non pas celles que nous avons mis ici en attente. Donc on va enlever cette clé publique qui n'est pas la bonne et on va enlever également cette adresse IP publique qui n'est pas la bonne. Donc la clé publique du client c'est celle-ci. On va la copier. Et l'adresse IP publique du client, c'est celle-ci. Et bien sûr, on va rajouter derrière le port qui est 51830. Voilà, la configuration de notre serveur et de notre client est terminée. Je vois que j'ai fait une petite erreur ici. Voilà, c'est corrigé. Je vais cliquer sur enregistrer et je vais activer WireGuard. Apparemment, tout s'est bien déroulé. Remarquez une chose ici, on a donc notre machine client qui est représentée ici. Et vous voyez qu'il y a marqué ici transfert. 0 octet reçu et 592 octets envoyés. Si notre connexion se passe bien, normalement, nous devrions savoir ces deux chiffres qui se mettent à bouger. C'est-à-dire que reçu ne devrait plus rester à 0. Donc ça va être une indication qui va vous permettre de savoir si votre connexion est bonne ou pas. Parce que ce n'est pas parce que c'est marqué activé ici en vert que la connexion est vraiment établie. Donc pour le moment, nous n'avons activé WireGuard que sur le serveur. Nous allons retourner maintenant sur le client et activer également celle du client. On va simplement réduire la fenêtre ici et retourner sur le client. Donc WireGuard est activé sur le serveur. Nous allons maintenant activer WireGuard sur le client. Observez maintenant que nous avons dans transfert 92 reçus, 180 envoyés. Les deux chiffres bougent. Cela veut dire que notre connexion fonctionne. Les deux machines sont bien connectées. Le tunnel WireGuard est bien établi entre les deux machines. Et bien maintenant, je vais pouvoir me connecter à mon bureau à distance. Donc je vais lancer le bureau à distance. Donc normalement ici, si j'étais dans une configuration classique du bureau à distance, je devrais normalement taper l'adresse IP publique du serveur et cela me connecterait à mon bureau à distance. Mais si je fais ça, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le port 3389 n'est pas ouvert sur le pare-feu du routeur auquel est branché le serveur. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc ce que je vais faire, et c'est là toute la différence, c'est que je vais taper l'adresse IP qui a été attribuée au serveur sur WireGuard, et je vais mettre 2 points et le numéro du port. Alors le numéro du port, ce n'est pas une obligation, puisque par défaut c'est 3389, mais ici je le précise, parce que si vous devez changer le port de votre bureau à distance, eh bien vous devrez le spécifier ici en mettant 2 points et le numéro du port que vous aurez choisi pour votre bureau à distance. Et maintenant, eh bien c'est l'instant de vérité. Nous allons cliquer sur connexion et voir si nous arrivons à nous connecter à notre bureau à distance. Alors si vous obtenez cette fenêtre qui vous demande identification, c'est très bon signe, ça veut dire que vous êtes bien connecté à votre bureau à distance. Il ne vous reste plus qu'à vous identifier. Donc ici, vous n'allez peut-être pas avoir le nom de l'utilisateur du serveur, vous allez peut-être avoir le nom de l'utilisateur de la machine cliente, donc attention, cliquez sur autre choix et choisissez vous-même le nom de l'utilisateur du serveur, puis ensuite, eh bien, tapez le mot de passe de la session du serveur. Je valide, et regardez, vous voyez que sans ouvrir le port 3389 sur le pare-feu, j'arrive, grâce au tunnel chiffré de WireGuard, à me connecter au serveur à distance. Et ceci en toute sécurité. Donc vous voyez que la configuration de WireGuard n'est pas très compliquée et que cela vous apporte une couche de sécurité supplémentaire très importante. Et bien maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est comment arriver à se connecter à ce même serveur, mais cette fois-ci en utilisant Linux. Bien, nous voici maintenant sous Linux. Ici, je suis sur un Ubuntu 22.04. Et nous allons commencer par installer WireGuard en utilisant tout simplement une ligne de commande. Donc je vais taper sudo apt install WireGuard. Alors attention, la commande n'est pas la même sur toutes les distributions. Par exemple sur Fedora, c'est WireGuard
trait d'union Tools. Donc méfiez-vous de ça, ce n'est pas simplement WireGuard. Ici, nous sommes sur Ubuntu, donc on a juste besoin de taper WireGuard. Et voilà, vous voyez, en quelques secondes, WireGuard est installé. Alors maintenant, comment faire pour générer la clé publique et la clé privée de cette machine? Vous allez voir, c'est très simple, une simple commande suffit. Donc je vais commencer par générer la clé privée en faisant wg genkey, la petite barre verticale que vous avez sur le 6 de votre clavier, sudo t etc wireguard, et on va appeler le fichier qui va contenir la clé privée private.key. Je tape le mot de passe de l'utilisateur. Et voici notre clé privée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la commande sudo chmod go égale et le fichier etc wireguard private key. Pour supprimer toutes les permissions d'accès sur ce fichier et le protéger. Maintenant, je vais utiliser la clé privée pour générer la clé publique. Je vais faire sudo cat etc wireguard private key, puis wg pubkey qui va générer donc la clé publique, sudo t etc wireguard, et je vais appeler le fichier public key. Et voici notre clé publique. Alors on peut facilement afficher soit l'une soit l'autre, c'est-à-dire que je peux faire ici sudo cat etc wireguard private key, et vous voyez que j'affiche ma clé privée sans problème avec la commande sudo cat. Donc à tout moment, je peux afficher mes clés si j'en ai besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans mes petites notes ici que j'ai conservées. Ici, vous voyez que j'ai les données concernant le serveur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire clé privée client. Donc c'est celle-ci. On va faire un copier-coller. Et clé publique client. C'est celle-ci que je vais coller ici. Je vais nettoyer mon terminal et maintenant je vais créer l'interface. Alors comment créer l'interface? C'est très simple. Je vais utiliser nano, etc wireguard. Vous voyez que c'est toujours dans le dossier wireguard, ça c'est important. Et nous allons appeler le fichier de configuration wg0conf. Et nous allons commencer à créer notre fichier de configuration comme on l'a fait sous Windows, c'est-à-dire que ici, la première section s'appelle interface. L'adresse de cette machine sera 192.168.10.3/32. J'ai oublié un D, je vais le corriger. La clé privée, eh bien, ce sera private key et la clé privée que nous avons notée ici dans nos petites notes. Donc celle-ci. On va mettre un espace après le égal. Le port qui doit être écouté. Donc on a choisi 51, souvenez-vous, 830. Et voilà pour la partie concernant cette machine. Maintenant, passons à la partie concernant le serveur, dont nous avons déjà toutes les informations. Puisque nous avons déjà la clé publique du serveur,
que nous avons ici noté dans notre fichier. Le endpoint, qui est donc la clé publique du serveur, que nous avons également noté. Sans oublier de rajouter le port, qui est donc 51.830, donc 2.51.830. Donc vous voyez que le fichier de configuration est strictement le même en fait que celui qu'il y a sous Windows. Les adresses IP qui sont autorisées. Ici, l'adresse de notre serveur, c'est 192.68.1.10.1. Et le persistent keep alive, qui est toujours à 20 secondes. Voilà, je peux maintenant sauvegarder mon fichier. Alors je vais devoir maintenant retourner sur le serveur pour ajouter cette machine, qu'elle soit autorisée à s'y connecter. Mais avant, je dois récupérer l'adresse IP publique de cette machine. Donc là, comme on a fait tout à l'heure, je vais aller sur ce site qui va me permettre d'avoir l'adresse IP publique de la machine cliente et je vais l'ajouter à mes petites notes pour pouvoir l'indiquer. Donc, je vais rajouter ici une ligne qui va s'appeler IP public client. Et je vais enregistrer le tout. Voilà, maintenant, je vais aller mettre ces informations sur mon serveur. Nous voici de retour sur notre serveur qui est sous Windows 11 et je vais donc modifier le fichier de configuration. Alors, quand on commence à avoir plusieurs machines dans le fichier de configuration, il est préférable de faire quelques commentaires pour se souvenir de quelle machine il s'agit. Par exemple, ici, je pourrais mettre PC, maison, Windows. Et ici, je vais donc rajouter cette machine et je vais l'appeler, par exemple, PC, maison, Linux. C'est un exemple, vous pouvez mettre bien sûr ce que vous voulez. Et ici, je vais recommencer à mettre la même configuration. Donc, public key. Donc ici, la clé publique du client que je vais pouvoir coller. Les adresses IP qui sont autorisées, donc ici c'est 192.168.10.3. L'adresse IP du client qui est donc ici 185.65.134.181. Toujours pareil avec le port 51.830. Et le persistent, oh, là je vais faire simplement un copier-coller, ça ira plus vite. Le persistent keep alive de 20 secondes. Voilà, j'enregistre tout ça et j'active WireGuard. Et comme vous le voyez, WireGuard s'est activé sans problème, ce qui est bon signe. Bien, et bien retournons maintenant à notre machine cliente et essayons de nous connecter. Alors pour activer le tunnel VPN de WireGuard, c'est très facile. Il suffit de taper la commande wg-quick up et le nom de l'interface. Et vous validez. Il nous fait un petit récapitulatif. Et là, votre tunnel est effectif. La connexion est prête. Alors, voyons voir maintenant comment se connecter au bureau à distance. Et pour ceci, je vais utiliser l'application Remina. Alors, vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser cette application. Il existe d'autres applications de bureau à distance sous Linux. Vous allez simplement dans votre boutique d'applications sur la distribution que vous avez, vous cherchez bureau à distance et vous allez en trouver bien d'autres. Sur Remina, ici, je vais cliquer sur le petit plus ici qui va me permettre d'ajouter une connexion. Je vais l'appeler, par exemple, PC du travail. Je vais mettre l'adresse du serveur. Alors là, bien sûr, comme sous Windows, c'est l'adresse locale du serveur. Et bien sûr, le port que vous avez choisi. Ici, c'est le port par défaut, 3389, je le rajoute. Le nom de l'utilisateur sur la machine du serveur.
Et enfin, le mot de passe de la machine du serveur pour cet utilisateur. Ensuite, il y a quelques paramètres que vous pouvez aller voir. Vous voyez qu'il y a pas mal d'onglets qui permettent de changer pas mal de comportements. Ici, je ne vais pas changer grand-chose. Je vais juste lui dire que je veux utiliser la résolution du client pour avoir la même résolution. Et je vais enregistrer. Et vous voyez que je l'ai maintenant dans ma liste ici. Et tout ce que j'ai à faire, c'est double-cliquer dessus pour l'activer. Vous voyez qu'il me demande d'accepter le certificat. Je dis oui. Alors vous voyez qu'ici je n'ai pas le fond d'écran, certainement parce que j'aurais besoin certainement de changer quelques réglages dans Remina, en particulier sur l'affichage graphique. Mais je vais mettre en plein écran ici, et vous voyez que j'ai bien mon menu démarrer, je peux contrôler ma machine à distance sans aucun problème. Et bien sûr, j'ai ici une barre outils, comme souvent dans les fenêtres de bureau à distance, qui me permettent bien sûr d'avoir des contrôles par exemple sur le clavier, etc. etc. C'est une très bonne application Remina qui permet vraiment d'avoir un système de bureau à distance qui est très complet. Donc c'est une application que je vous recommande pour ce genre de choses. Elle est vraiment très pratique. Bien maintenant, pour terminer cette vidéo, je vous propose de parler un peu des problématiques que l'on peut rencontrer avec l'utilisation de WireGuard et quelles sont les solutions que l'on peut trouver pour y parer. Alors le problème principal avec WireGuard, c'est que vous l'avez vu, on utilise les IP publics des machines. Or, parfois, les IP publics ne sont pas statiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas toujours la même IP publique qui vous est attribuée, que ce soit à la maison ou que ce soit en mobilité. En particulier, par exemple, si vous utilisez avec votre ordinateur portable, votre téléphone mobile, comme passerelle vers l'Internet, et généralement les téléphones mobiles ne donnent pas une adresse IP statique à chaque fois, donc jamais la même adresse IP. Donc ça peut poser problème. Donc comment remédier à ça? Eh bien la première chose, c'est par exemple d'acheter un nom de domaine et ensuite de mettre sur son nom de domaine l'adresse IP de la machine. Et au lieu de mettre dans le fichier de configuration de WireGuard l'adresse IP publique de la machine, vous mettez le nom de domaine. Toujours suivi bien sûr des 2 points avec le numéro de port de WireGuard. Cela vous oblige bien sûr à aller éditer votre fichier DNS pour mettre à chaque fois la nouvelle adresse IP qui a changé. Donc c'est un petit peu pénible, mais ça fonctionne. Il y a également une autre solution, c'est de faire appel à un service comme Tailscale, que je suis en train de vous montrer ici à l'écran. Alors je précise que ce n'est pas un placement produit, on ne m'a pas demandé de parler de Tailscale. Alors que fait Tailscale? Eh bien Tailscale permet de connecter toutes vos machines avec WireGuard sans effort. C'est-à-dire qu'en fait, il va s'occuper, Tailscale, de créer automatiquement tous les fichiers de configuration de WireGuard en fonction des adresses IP de vos machines. Et vous pouvez aller jusqu'à 20 machines gratuitement. Tailscale donc se charge de mettre en relation vos machines en utilisant le compte que vous aurez utilisé pour créer votre compte sur Tailscale. Donc ça peut être par exemple un compte Microsoft, un compte Google, etc. etc. Alors, le désavantage de cela, c'est que bien sûr, tout repose sur la sécurité du compte que vous allez utiliser sur Tailscale. Donc, si vous utilisez Tailscale, je vous conseille d'avoir un compte qui soit bien protégé avec une authentification à 2 facteurs, parce que si jamais votre compte venait à être piraté et que la personne découvre que vous utilisez Tailscale, eh bien, elle aura accès à toutes vos machines, si elles sont allumées, bien sûr. Mais disons que Tailscale, ça permet vraiment de faciliter les choses parce que vous n'avez plus besoin de vous soucier de la configuration, Tailscale s'occupe de tout. Et vous permet également de lister les services que vous avez sur vos machines, que ce soit bureau à distance, SSH ou autre. Voilà, donc il est bon de savoir que ce genre de service existe, même si personnellement je préfère m'en passer parce que je trouve que faire reposer la connexion de plusieurs machines sur un seul compte, c'est un peu risqué. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.